Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de cette loi générale, nous allons préparer une autre loi instaurant un revenu maximal autorisé. Et cette loi instaurant un revenu maximal autorisé nous obligera à réfléchir également au droit de propriété. Quel est le droit de propriété légitime et quel est celui qui est illégitime? Il est évident que nous n'entendons pas nous en prendre au droit de propriété des valeurs d'usage. Je dirais que le capitalisme, contrairement aux apparences, ce n'est pas le respect du droit de propriété. Le capitalisme, c'est le monopole de la propriété. C'est la propriété pour quelques-uns et l'expropriation du plus grand nombre. Ces millions de paysans, ces centaines de millions de paysans sans terre, c'est sans logis, c'est sans emploi. Nous allons défendre le droit à la propriété sociale. Et puis, en revanche, nous souhaitons engager une réflexion sur la limitation et l'interdiction de la propriété lucrative, c'est-à-dire de celle qui repose sur l'exploitation du travail d'autrui et sur le pillage des ressources. J'insiste, le revenu garanti est inséparable d'un revenu maximal autorisé, déjà, parce que ce qu'il s'agit de faire, c'est bien de fonder un espace écologique des revenus avec un plancher et un plafond. On peut se réjouir que beaucoup de forces de gauche aujourd'hui se retrouvent derrière la notion de revenu maximal. Eh bien, il faut faire le vœu qu'elles se retrouvent bientôt aussi derrière la notion d'un revenu minimum. Nos experts ont donc chiffré le financement d'un revenu social démonétarisé sur la base de 750 € par adulte et de 230 € par mineur. Le coût total serait de 470 milliards par an. Comment financer? Transfert des fonds existants, 70 milliards. Transfert au titre des politiques de l'emploi, des allègements de charges, 50 milliards. Le revenu social s'autofinance donc déjà à hauteur de 25%. Les 350 milliards restants doivent être cherchés du côté de l'impôt sur le revenu, du côté de l'impôt sur le capital, du côté, pourquoi pas, de l'instauration de taxes spécifiques, une véritable taxe Tobin, c'est-à-dire à 5%, et non pas le gadget que voulait mettre en place la droite, sur l'ensemble des transactions financières, et puis pourquoi pas un projet de taxe carbone, mais qui ne soit pas contraire aux intérêts des plus pauvres. Ce revenu social démonétarisé a un grand objectif, c'est de déconnecter le pouvoir de vivre du travail. Mais ce n'est pas la fin du travail, c'est la fin du travail obligatoire. C'est la possibilité enfin d'un travail libéré, d'un travail émancipé. Le revenu social démonétarisé est pour cela inséparable du renouveau du mouvement coopératif, mais également de ce qu'on appelait autrefois le municipalisme, mais également l'autoproduction individuelle et collective. Le débat que nous avons aujourd'hui, c'est un débat qui a traversé la gauche au XIXe siècle. Pendant presque 40 ans, le mouvement ouvrier et le mouvement socialiste s'est posé la question de savoir s'il fallait faire de la gratuité des services publics municipaux un axe de bataille. Et je dois reconnaître que nous avons fait le mauvais choix. Nous avons fait le mauvais choix parce que nous avons considéré, pour des raisons dogmatiques, que construire des petits îlots de socialisme détournerait les gens de la conquête du pouvoir central. Eh bien, moi, je suis convaincu aujourd'hui, et c'est le projet de l'altergouvernement, qu'il ne s'agit pas de continuer à rêver à des lendemains qui chantent, mais qu'il s'agit d'apprendre à chanter au présent. Et ces petits morceaux de gratuité, c'est autant de façons d'aller dans cette direction. Et puis, j'ajouterais pour finir que le revenu social démonétarisé n'est pas pour l'altergouvernement à ranger au registre des coûts, ou pas seulement. C'est au contraire une ressource pour déployer des capacités inemployées. C'est la condition du renouveau de la vie associative.
c'est la condition du retour au bénévolat, c'est aussi la condition pour ne plus être seulement des forçats du travail et de la consommation, mais pour pouvoir repoétiser nos existences. Si nous voulons en finir avec le capitalisme et le productivisme, c'est bien pour déployer toute la richesse de notre individualité. Et puis je dirais que le revenu garanti démonétarisé, c'est aussi une réponse au faux débat sur la réduction du temps de travail. Faux débat car le temps de travail diminue aujourd'hui internationalement. Il est de 33,7 heures aux États-Unis. Il est de 31,4 heures aux Pays-Bas. Il est de 30 heures en Allemagne. Le vrai débat, ce n'est pas pour ou contre la réduction du temps de travail. Le vrai débat, c'est veut-on une réduction du temps de travail organisée par le marché, c'est-à-dire le chômage, la précarité, les petits boulots, ou est-ce qu'on veut une réduction du temps de travail organisée par le débat politique? Et cette réduction du temps de travail organisée par le débat politique, elle n'est possible que si on offre aux citoyens les conditions d'être sécurisés économiquement, si on leur offre la garantie de pouvoir vivre dignement. Je conclurai en disant qu'il existe deux conceptions de la gratuité. Il y a la gratuité d'accompagnement du système. J'ai été horrifié au moment des dernières élections, pas les présidentielles, mais celles d'avant, d'entendre un certain nombre de partis dits de gauche dire qu'ils étaient pour la gratuité pour ceux qui ne peuvent pas payer, la gratuité des transports pour les chômeurs, la gratuité pour les naufragés du système. Mais ils ajoutaient, ceux qui peuvent payer doivent payer. Oui, mais si vous acceptez ce discours pour les transports en commun urbains, pourquoi ne pas l'accepter pour la santé? Pourquoi ne pas l'accepter pour l'école publique? Et je dirais que cette gratuité d'accompagnement du système, elle ne va jamais sans condescendance. Est-ce que vous êtes un pauvre méritant? Elle ne va jamais sans flicage. Est-ce que vous êtes un vrai demandeur d'emploi? Et je dirais qu'il y a toujours le soupçon d'avoir des fraudeurs. Il y a toujours le soupçon d'avoir non pas des ayants droit, non pas des citoyens, mais des assistés. Ce choix d'un revenu social démonétarisé, c'est aussi le refus des tarifs sociaux. Les tarifs sociaux, comme le dit Martine Billard, c'est le choix de la mauvaise solution. C'est le choix de la stigmatisation. C'est le choix des effets de seuil. C'est le choix d'abandonner les plus pauvres. Par exemple, concernant le tarif social d'EDF, 30 000 personnes qui auraient droit n'en ont pas bénéficié parce qu'ils n'ont pas fait la demande, ou qu'ils ne l'ont pas fait comme il faut, ou qu'ils ne l'ont pas fait dans les délais. Et bien sûr, ceux qui n'ont pas fait la demande, eh bien, oui, ce sont les plus pauvres. Ce sont les plus paumés. Si l'on veut avoir un système qui soit vraiment égalitaire, il ne faut pas de cette gratuité d'accompagnement, il faut une gratuité d'émancipation. Ce qui est beau avec l'école publique, c'est qu'on ne demande pas aux gamins s'il est gosse de riches ou gosse de pauvres. C'est qu'il est admis en tant qu'enfant. Et pourquoi ce qui est vrai pour l'école ne devrait pas l'être pour les trois autres piliers qui garantissent l'existence? Le logement, l'alimentation, la santé. Ce revenu social démonétarisé, ce n'est pas l'annonce du grand soir. À elle seule, la gratuité ne refera pas le monde. C'est un instrument permettant de rouvrir le champ des possibles. Et puis je dirais que ce revenu social démonétarisé pour l'alter-gouvernement, c'est la porte ouverte pour construire un buen bibir à la française. Je terminerai en disant qu'il faut, et c'est le souhait de l'alter-gouvernement, que les pays riches se mettent à l'écoute de ces nouveaux gros mots qui apparaissent à l'échelle mondiale pour dire les nouveaux chemins de l'émancipation. Le sumak kafseh, en langue quinchua, les Indiens. Le buen bibir, en Amérique latine. La vie pleine, en Inde. Ces milliers, ces dizaines de milliers de villages qui affichent un escargot comme symbole du refus du toujours plus et comme symbole du partage. Le mouvement grec qui a réveillé la notion d'eudémonia, la vie bonne, les jours heureux. Je dirais autant de façons de dire qu'il est possible dès maintenant de construire une société de partage, une société de la gratuité. Et si j'ai été l'un des initiateurs du front de gauche antiproductiviste et objecteur de croissance, c'est bien parce que je suis convaincu que nous avons la possibilité d'opposer un grand projet
aussi grand que le projet du capitalisme vert, mais que notre projet est dans l'intérêt du plus grand nombre et dans l'intérêt des plus pauvres. Et oui, il y a un pari. Le pari d'un revenu social démonétarisé, c'est de libérer la créativité populaire. C'est que les gens aient les moyens matériels de libérer leur imaginaire, de pouvoir faire mille autres choses que bosser. Et lors du prochain remaniement ministériel de l'alter-gouvernement, il faudra bien penser à aller vers un ministère des besoins sociaux urgents, mais aussi, eh bien, ce qu'on appelait auparavant un ministère de l'éducation populaire, de l'éducation du bien vivre. C'est-à-dire que derrière ce revenu social démonétarisé, c'est toute la possibilité de refonder une société qui est à l'œuvre. Voilà, je vous remercie.